aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que je suis le tout premier être humain qui a battu le record de parution de livres. Donc, je suis un Guinness Record. Bonjour, monsieur Zélion Nyinyi. Qui coach le coach? Moi, je vois des gens qui fabriquent des écoles de coaching. Non, le coaching, c'est un devenir naturel. Parce que lorsqu'on regarde l'Afrique, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Dans toutes ces urgences-là, pourquoi vous décidez de vendre du rêve? The United States is a dream. The day we're going to stop dreaming, we're going to lose the United States of America. Donc, le jour que nous allons arrêter de rêver. Dans vos propos, on vous voit beaucoup parler de métaphysique, de spiritualité. Est-ce que le coach n'est pas l'apôtre d'une nouvelle religion? La religion est une classe préparatoire à la spiritualité. Et c'est malheureux qu'un vieux fasse 50 ans dans une classe préparatoire. La période d'Abraham, avant de venir au Nouveau Testament, est-ce que vous avez vu Jésus insulter Abraham? Est-ce que vous avez vu Jésus insulter Moïse? Donc si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes une suite. Quel est le rapport que vous établissez entre l'argent et le bonheur? L'argent, il y a des machines qui fabriquent l'argent. Et si tu es heureux, tu peux mettre la photo de ta maîtresse même sur les billets de banque si tu veux. Mais le bonheur n'a pas de signature. Vu sur les réseaux sociaux, la majorité des dépressifs dansent. On vous voit de plus en plus proche des gouvernants de l'AES. Et une question peut aussi se poser, est-ce que le coach n'aurait pas des ambitions politiques? Moi, j'ai dit à toute la diaspora qui va suivre cette émission, rentrez. Il y a un Cameroun qui dit qu'il rentre. Quand vous regardez votre parcours jusqu'ici, est-ce que vous êtes fier de vous? Si vous devez graver donc une phrase sur un mur de Ouagadougou, où chaque Burkinabé, en passant, devrait s'inspirer pour davantage porter ce pays haut, ça serait laquelle? Bienvenue dans Gédéon Nyinyi Talk. Dans ce podcast, nous donnons la parole à ceux et celles qui inspirent, qui construisent et qui transforment. Aujourd'hui, je suis à Ouagadougou et j'ai l'immense plaisir de recevoir un homme exceptionnel. C'est un homme doté d'un parcours atypique, d'une intelligence certifiée. C'est surtout un homme de discipline et de principe. Donc, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui à Ouagadougou le coach Simon Ouedraogo. Bonjour, coach. Bonjour, monsieur Zélion Nyinyi. C'est toujours si difficile de vous présenter parce que vous êtes multidimensionnel. Donc, je préfère, pour ne pas prendre les risques, demander au coach qui il est. Qui est le coach Simon Ouedraogo? Ok, merci à vous et merci à tous ceux qui vont écouter cette émission. Et moi, c'est Simon Ouedraogo, connu beaucoup sur Coach Simon Ouedraogo. Je suis formateur, coach en développement personnel, option métaphysique. C'est-à-dire que je m'intéresse aux sciences de l'esprit, du cerveau, de l'âme. En un mot, des aspects invisibles de l'homme. Donc, de sa vie invisible, de son existence invisible. Parce que nous ne voyons que... Bon, les gens aiment dire une partie de l'iceberg. Moi, j'aime dire une particule de l'iceberg. C'est-à-dire l'aspect visible de l'homme, c'est une particule de qui est vraiment l'homme. Donc, j'ai décidé de baser mes recherches là-bas. Et je viens à conclure que c'est vraiment, je dirais, le moteur qui imprime vraiment qui nous sommes vraiment sur le terrain. Donc, voilà, en grosso modo, ce que je pouvais dire sur moi. Merci, coach. Par rapport à tous ces attributs, il y a tellement de questions qui taraudent les esprits. Mais d'emblée, vous coachez aujourd'hui des milliers de personnes de par le monde en Afrique. Ça peut dire que vous croyez au mentorat. Et ça me pousse très rapidement à poser la question, qui coach le coach? Ok, merci beaucoup. Qui coach le coach, c'est une question. Bon, peut-être qui a coaché le coach. Ou qui a coaché le coach. Voilà, donc c'est comme je l'ai dit, on ne devient pas coach par vocation. Non, c'est-à-dire je vais être coach, c'est compliqué. C'est comme être maman en fait. On s'assoit pas pour dire que je m'avais me former pour être mère, passer des diplômes, voyager, investir. Non, pour être mère, c'est simple. Hein? Il faut, aussi simple et difficile, il faut rencontrer l'homme. J'ai pas envie de dire on s'en fout de l'amour que tu as pour lui, mais il faut rencontrer l'homme viril. Et un acte va se passer et tout le monde sait comment ça va se passer, l'ovulation. Et par la suite, il y aura quand même, je dirais, progression, l'évolution de
de la grossesse et par la suite, à terme à 9 mois, bon, d'autres c'est 7 mois, il y aura accouchement. Vous allez subir ce qu'on appelle la douleur de l'accouchement. Je suis pas femme, mais je me rappelle avoir assisté ma femme pour tous nos enfants. Je ressentais vraiment cette terrible douleur d'enfantement. C'était pas simple. Donc, après ça, elle est qualifiée de maman. Donc, elle a accouché, elle est mère, elle est maman, elle va allaiter son enfant. Donc, quand on va dire ceux qui ont accouché, l'a approché, elle a quelque chose à dire. Le coaching aussi, c'est comme ça. Il y a des gens, moi, je vois des gens qui fabriquent des écoles de coaching, où les gens viennent pour qu'on les forme pour qu'ils... Non, le coaching, c'est un devenir naturel. C'est à travers des vécus. C'est à travers des expériences vécues. C'est à travers une inspiration. C'est un higher calling. Higher calling, c'est une inspiration pour ne pas rentrer dans le boulevard des religieux. J'ai pas envie de dire un appel divin, mais c'est un higher calling. C'est un appel spirituel de l'envie vraiment de partager son vécu, ce qu'on a appris. Et donc, c'est une condensée de savoir, c'est une condensée d'expérience. Donc, voilà un peu, d'abord, mon parcours n'était pas simple en tant qu'enfant. J'ai traversé pas mal de vicissitudes de la vie, j'aime dire ça. Mais j'ai beaucoup lu. J'ai tellement lu des livres, c'était vraiment une passion. Je lisais pour me cultiver, je lisais pour trouver ma voie, comme l'a su bien dit Lao Tzu. Parce que le taoïsme, c'est étudier pour trouver sa voie, sa mission. Donc, moi, j'étudiais pour trouver ma mission et étudier également pour appliquer. Et après, je me suis rendu compte que, waouh, le succès maintenant a une formule, le succès a des comportements. Donc, moi, je sais que je vais réussir. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je vais commencer à dire aux gens que c'est possible. Je vais commencer à dire aux gens que les problèmes qu'ils vivent là, moi, j'ai rencontré à travers mes lectures des gens qui ont vécu 10 fois le problème que tu vis, mais il est arrivé à réussir. Et l'homme, à un certain moment de la vie, a besoin des gens pour lui dire que c'est possible. C'est un être facilement malléable, hein. Et donc, c'est ce qui m'a mené vraiment à devenir formateur. Et je me rappelle bien comme si c'était hier, comme l'a su bien dit la QDB. It seemed like it only happened yesterday. Now I think about it. Tears cannot bring you joy, but joy can bring you tears. So, dans sa chanson Ding Ding Lucky Lucky Boom, j'aime beaucoup écouter le reggae et tout. Donc, it seemed like it only happened yesterday. C'est comme si c'était hier. Yeah. Avec une rage, une envie de changer le monde, de changer tout le monde parce que j'ai découvert la voie, j'ai pratiqué, j'ai vu la souffrance des gens. On peut arrêter vraiment de souffrir. Et je m'en vais à la radio, je vois un journaliste et que je dédie vraiment mon nom de coach. Il s'appelle Soumaïl Arabo. J'ai dit, je viens pour faire une émission, j'ai vraiment de quoi parler. Il dit, OK, nous aussi on a notre émission ici. Bon, souvent les gens ne viennent pas. Il me prend et on va parler un peu du système éducatif et tout. Voilà, c'est là vraiment que j'ai déchargé vraiment, je dirais, mes balles sur la stérilité du système et sur du système vraiment colonial et éducatif colonial. Et quand j'ai fini de parler le lendemain, c'était tout le pays. C'est qui est passé à la radio. Vraiment, il a dit la vérité. Ce qu'il a dit était vraiment du haut niveau. Les appels étaient vraiment énormes. Et pendant l'émission, c'est le journaliste qui me dit, que donc tu es coach? Il dit vraiment, moi-même, je sais pas qui je suis, mais là, moi, j'ai quelque chose à partager au monde. Et donc, il m'a appelé 2 fois coach pendant l'émission. Moi, j'ai dit, bon, moi, je suis venu dire que je m'appelle Simon Ouedraogo. Maintenant, dire que je suis coach, bon, moi, en tout cas, c'est pas ce que je sais. Mais moi, je lui ai dit, et puis, le lendemain, il m'appelle au téléphone, il dit, coach, il dit, ça là, c'est quoi ça encore? Voyez-vous? Et donc, la demande était si forte, les gens ont tellement appelé à la radio qu'il a programmé une autre émission. Et quand je suis arrivé à la radio, c'était la radio à l'époque, c'était pas une télé. Les journalistes et tout, tellement l'émission est partie. Les gars se sont mis à m'accueillir en tant que coach, le coach est là. J'ai dit, bon, c'est là, moi, je connaissais coach sportif, hein. Ouais. Moi, je suis allé faire mes recherches, j'ai vu les Anthony Robbins, bon, je les connaissais. Bon, j'ai dit, bon, si c'est celui qui forme les gens que vous appelez coach, bon, si ça passe, bon, moi, j'ai pas de problème. Et donc, quand on a commencé l'émission, il a annoncé en me disant que coach, honnêtement dit, sincèrement dit, voilà comment ça a commencé, coach Simon là. Aujourd'hui, je vois des gens qui s'élèvent que ils veulent être coach.
Moi, je me suis jamais levé un seul jour pour dire que moi, je vais être coach. J'ai appris quelque chose, j'ai appliqué quelque chose, j'ai découvert un chemin vraiment scientifique vers le succès et j'ai décidé de partager avec les gens. Si demain matin on me dit bon, tu n'es pas coach, tu es, je sais pas, tu es ange, si c'est ça le métier de l'ange, alhamdoulilah. Si demain matin on me dit je t'ai écouté mais tu es révérend, haya. Moi, je m'en fous de ce qui vient précède mon nom. Ouais. Mais moi, j'ai une mission. Okay. Transformer les vies, dire aux gens que c'est possible, les montrer la voie. Donc, voilà. D'accord. Donc, comme ça. Donc, qui me coach, c'est la vie. Et je ne cesse d'avoir aussi des mentors. J'ai des coachs comme les Jim Rohn, les Napoleon Hill, les Anthony Robbins, qui m'ont inspiré. Mais il faut toujours tailler les choses en fonction de où tu es. Je suis en Afrique, je me suis cultivé à travers ces gens-là. Mais il fallait avoir un style adapté à l'environnement africain, à la psychologie africaine, à l'anthropologie africaine, à la sociologie africaine. Voilà ce qui a fait ma différence aussi. Bon, tu peux aller bosser à Sorbonne ou à Princeton, venir faire des PowerPoint devant. Moi, je fais des formations dans tous les villages, des provinces. Mais quand j'arrive. Ouais. Les gens sont là, je rentre dans la salle, mais tout le monde est et en français facile, KO. Ouais. Et après, il dit, waouh, tu as touché mon âme. Mais si j'avais pris les formules peut-être comment Anthony Robbins, et puis j'arrive, je commence à projeter, mais les gars vont rien comprendre. Donc, il faut avoir la capacité pédagogique d'adapter vraiment ce qu'on a appris avec la psychologie, l'anthropologie et la sociologie des humains en face de qui on est. Et ça donne une autre touche particulière. Coach, magnifique. Vous avez décrit le coaching tout à l'heure comme un appel, comme un parcours, comme une expérience. Vous avez d'ailleurs soulevé l'anecdote selon laquelle vous étiez dans une émission et vous avez déroulé un coaching sur l'éducation, il me semble, académique, le système. Voilà, le système académique. Et je dois m'avouer que c'est pas une vidéo de ce type que moi, je vous ai découvert, ça fait plusieurs années déjà. Okay. Et là, ça me pousse à poser une question sur le parcours de l'homme. Parcours scolaire, académique. Évidemment que c'est un point que vous décriez souvent, mais vous avez certainement eu également ce parcours-là. Et quel est le parcours du coach Simon Ouedraogo et quel est le déclic qui l'a poussé dans ce parcours-là à se dire à un moment donné, puisque le coaching c'est l'expérience, que là maintenant, il est temps de transmettre ce que j'ai. Ok, donc moi je pense que tout part de... J'étais aussi dans le système ordinaire, hein. Je suis allé à l'école, classe de CP1, c'était en Côte d'Ivoire. Okay. J'ai fait CP1 jusqu'en classe de CM1 là-bas, mais j'ai fait après une année blanche pour des fautes de moyens et tout. Après je suis venu, j'ai été berger en 2002 dans un village Gouronssi, à Poboué. Et là aussi, d'ailleurs même quand j'ai quitté l'école en Côte d'Ivoire d'abord, j'ai partais au champ, c'est vrai, mais j'ai fait quand même quelques mois où je partais pas à l'école, j'étais toujours dans la forêt, en train de chercher des gazelles, en train de couper le cacao, dans les bas-fonds, je faisais les champs de riz, je piégeais les agoutis, les hérissons, on cherchait les gazelles. Cette connexion avec la forêt, on partait regarder les chantiers où les gars coupent, les groumiers qui transportaient les gros morceaux de bois. Et tout ça qu'on a fait, on cherchait les écureuils, on cherchait les serpents, on voit un cobra qui court, nous on va te chercher jusqu'au dernier trou, on va te t'abattre pour venir manger. On mangeait les vipères, moi j'ai mangé des vipères, des cobras. Pour ça, c'était une autre enfance. Et après ça, je vais venir maintenant et devenir berger derrière des troupeaux dans la savane. C'est-à-dire, je quitte la forêt, dense de la Côte d'Ivoire, je viens dans la savane du Burkina, je sors le matin, je reviens à 18h avec des troupeaux de grands frères à mon papa, donc mon oncle. Et donc ça aussi, ça m'a donné une autre expérience. Et là aussi, j'ai fait la saison là-bas, j'ai cultivé le mil burkinabé et tout, le coton. Et j'apprends toujours dans la nature. Et là, j'ai dit, je vais continuer l'école. On m'a dit, non, reste là. On te donne une femme, on te donne des bœufs. Donc, j'ai dit, je vais... L'école aussi, il n'y avait pas une école là-bas. C'était Ouagadougou. Pas que l'école la plus proche, c'était Ouaga, mais j'avais des connaissances à Ouaga. Et donc, c'est là que j'ai décidé de dire à maman que je vais quitter pour venir à Ouaga. Et quand je suis venu, c'était en 2003 encore. Donc, c'était
on voulait m'emmener en classe de CM2. J'ai dit, c'est reprendre la classe de CM1 parce que j'avais pas fini en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai repris et c'était trop facile. Quelqu'un qui a tué des vipères, il vient s'asseoir dans une salle de classe, on lui parle de le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, ou bien du genre des récitations, petites choses. Nous-mêmes, on creusait des puits. Pour que nos bœufs boivent, on doit creuser le puits, on rentre dedans, on fait sortir. Maintenant, je viens m'asseoir, la vie, c'est le sume, c'est un cahier. J'ai dit, ça, c'est du gâteau. Donc, moi, je fais partie des 3 premiers, des 4 premiers. On sort, c'est la joie, on joue ballon. Après, c'est la classe de CM2. D'ailleurs, même quand j'étais en classe de CM1, on nous amenait en classe de CM2 pour composer avec eux. On choisissait les meilleurs élèves de classe de CM1. Et moi, quand j'arrive en classe de CM2, les opérations, les histoires de conjugaison, j'arrivais à m'en sortir, les examens, et on dit, voilà des élèves de CM1 qui arrivent à s'en sortir devant des élèves de CM2. Et après, je viens à Tanguay maintenant pour suivre. Donc, 6e, 5e, jusqu'en classe de 3e. Mais j'étais un étudiant, un élève qui, à chaque fois, je vais au village. Donc, chaque fois, je rejoins ma maman au village. On fait on cultive le mil, le riz, le mil et un peu de maïs. Et donc, je suis en contact avec le village, c'est-à-dire la réalité. Je sème, je produis. Je sème, d'abord, je laboure. Je sème, je récolte en 3 mois. Ma maman enlève mon haricot, elle décortique, elle met dans un sac. Je viens, je mange. Et le mil là, elle va récolter, elle va faire ce qu'on appelle bassi. Je sais pas ce que le petit mil. Elle envoie, moi je mets du sucre, je mange et je bosse. Et donc, chaque vacances je vais, je cultive. Souvent je ramasse de qualité, elle vend, elle m'envoie l'argent. Je suis en ville et la vie est belle. Je suis confronté à la vie de la ville et chaque vacances je vais. Donc, c'est là que l'esprit commence à dire, mais ici, là, au village, là-bas, quand tu produis, en 3 mois, en tout cas, les résultats sont là. Tu manges. Maintenant, ce que tu es en train d'apprendre là, tu vas récolter ça comment? Et surtout qu'il y avait des gens devant nous qui se plaignaient déjà, qu'ils ont fini les études, ils attendent intégration. Moi, je continue lentement. Et à l'école, j'aimais les activités parascolaires. Donc, il y avait un club d'informatique dans notre école. Dès 2005, 2006, je vais vraiment m'intéresser. Et c'est moi, j'ai aidé les enseignants à créer les emails, en fait, dans mon établissement. Ça s'appelle le lycée Nelson Mandela. En classe de 4e, en 2007. Et dès 2008, je vais créer mon premier email, c'est Yahoo. Donc, quand je suis là, il y avait des enseignants, des professeurs qui viennent me voir comme un génie, que de les aider. Et quand ils me voyaient taper le clavier, il y avait des logiciels qu'on appelle tape-touche. Moi, je jouais à taper sans regarder le clavier. Donc, ces petites choses-là, donc, je vois à midi, les enseignants sont 3, 4. Moi, je les aide à créer Yahoo.fr à l'époque. Okay. Donc, quand je crée son mail, il est content. Et pourtant, j'étais en 4e, parce qu'après 3e, et il y a un club de cinéma qui vient. Moi, je rentre dedans encore. Je fais des films, je fais des vidéos, on fait les montages. Donc, l'esprit a commencé à connaître la théorie et la pratique. Et le hic maintenant, ou de moi le déclic, ça va commencer où, en 2009, je vais aller en France parce qu'on devait sélectionner des étudiants qui font le cinéma en collaboration avec un club cinéma français pour aller faire un stage en cinéma. Et donc, c'est en 2009 que je vais prendre le vol pour ma première fois en classe de seconde, avec autorisation parentale d'ailleurs, parce que mon âge ne me permettait pas. Ouais. Et c'est quand on était 4, hein, moi j'étais le plus jeune. Mais c'est quand j'ai découvert l'Europe que mon cerveau a fait 180 degrés. J'ai dit, on est dans un mensonge. On nous ment. Voilà ce qui me répétait. J'ai dit, mais ça, c'est-à-dire, je suis dans le pire mensonge. Et ça, à partir d'aujourd'hui, vraiment, je ne vais plus jamais faire confiance au système. Pourquoi? Parce que je viens d'arriver chez le maître. J'ai dit, quelqu'un qui te dit, par exemple, que manger agouti, c'est pas bon. Il faut manger poisson, ou bien quelqu'un qui t'enseigne. Et quand tu pars chez lui, tu t'en trouves que sa femme fait des plats d'agouti. Quelqu'un qui te dit que bon, il faut vivre vraiment dans la pauvreté, c'est pas grave. Et tu arrives chez lui, c'est l'or que tu vois. C'était vraiment ce que je puisse résumer. Donc quand j'arrive en France, d'abord on est passé par Casablanca au Maroc. J'ai vu l'aéroport de Maroc. J'ai dit mais c'est quoi ça encore? J'étais impressionné, mais arrivé à l'aéroport de Toulouse, Blagnac, j'ai dit, mais c'est quoi ça encore? C'est un monde.
Moi, je suis dans quoi? On nous prend, on va au village. C'est que eux-mêmes, ils ont appelé village, là, c'était choquant pour moi. Il n'y avait pas de terre rouge. Soit c'est gazon, soit c'est pavé, soit c'est goudron. Et donc, je me suis dit, on a fait juste 12 jours. Quand je suis revenu, j'étais en classe de seconde. L'histoire de bosser, se concentrer à l'école, ça c'est fini. Moi, je me suis dit, je vais pas toujours passer avec 10 de moyenne. Effectivement, en seconde, j'ai eu 10. En première, j'ai eu 10. En terminale, je cherchais aussi 10. Donc, j'ai pris maintenant la moitié de mon temps pour faire des recherches, lire des livres, aller sur Internet, faire des recherches. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai un système qui n'est pas sérieux. Parce que j'ai vu et puis on a visité les lycées français en France. On est parti au lycée. Mais quand j'ai vu la beauté du lycée, l'aisance dans laquelle les enfants apprennent, la collaboration entre eux et les enseignants. Et il y avait même des écrans, des télés en classe. En 2009, on est parti dans une classe où on projetait les cours. Quand tu comprends pas, je me rappelle que c'était un cours de physique et chimie. Il y avait des formations de molécules. Il y a un élève qui a soulevé sa main et dit, monsieur, moi, j'ai rien compris, moi. Et quand il a dit ça, moi, je pensais qu'on va le chuter et tout. Et le prof a pris un CD, il a mis, et les molécules se sont mis à se former. Et donc, comme je faisais la seconde, on avait commencé à voir ça. Et moi, j'ai vu la formation des molécules en images. Et l'élève a dit qu'il a compris. Il dit, bon, la cantine, c'est un autre niveau. Les gens mangeaient vraiment avec des fruits. J'ai dit, on va aller manger à la cantine. Il dit, c'est votre cantine comme ça? On dit oui. Et pourtant, à l'époque, notre cantine là, tu connais Malobouchou là. C'était pas simple. Et donc, moi, je vois la cantine. Ils ont l'entrée, ils ont le plat de résistance, et ils ont dessert, et ils ont du vin. Interdit au moins de 21 ans. Les élèves de terminale et tout, il y avait des boissons qui pouvaient... Moi, j'ai dit, bon, ça là, c'est école d'un village. Et ils insistaient qu'on est au village, on est à 200 km. J'ai dit, bon, tu vois un peu le parcours, et c'est là maintenant que moi, je vais dire, je cherche le bac maintenant pour quitter le pays. Ok. Et je me suis inscrit déjà pour faire le TOEFL. Je suis un des rares Burkinabés qui a fait le TOEFL juste après le bac. Ouais. En 2011. Et mon TOEFL, dès 2012, j'étais déjà à l'ambassade des États-Unis. J'ai eu le TOEFL avec un bon record et j'ai postulé pour aller aux États-Unis. J'ai été accepté par plus de 10 universités, hein. Bowling Green State, Kent State University, University of Central Florida, University of California, New York University. Parce que moi, ma destination, je voulais aller à Harvard. Okay. Parce que j'entendais beaucoup parler. Oui. Mais il fallait passer par Kent State University à Ohio, qui m'ont accepté. Et donc, après, maintenant, je vais aller faire l'entretien. Je n'ai pas eu. Et comme j'ai compris que je ne pourrais plus aller aux États-Unis, j'ai décidé maintenant de quitter l'école définitivement pour me concentrer maintenant à l'auto-éducation, à la recherche scientifique, la lecture vraiment sérieusement. Donc, j'ai complété ma liste de 1000 livres, lui, avant 30 ans. C'était un objectif que je m'étais fixé. Donc, moi, je ne peux pas m'asseoir ici, vous dire que moi j'ai un bac plus temps, j'ai la licence, c'est trop court comme parcours. Ça risque d'amener ceux qui vont suivre les enfants en brouche. Vous voyez un peu que le parcours est en dents de scie. Ouais. Tantôt je suis en classe. Ouais. Et quand j'ai compris que on nous ment et que c'est pas ce que les Français apprennent en classe que nous on apprend dans un pays francophone dirigé par télécommande par des Français, et qu'on lit avec nous, on vient nous faire des trucs, cérémonies de francophonie. C'est-à-dire, on fait comme si on nous aime, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est pas les mêmes matières qu'on apprend en classe. Quand moi, j'ai compris ça, niet. Quand je suis venu, comme j'étais toujours sur tutelle entre griffes, je pouvais pas sortir mes griffes. Mais il fallait d'abord que j'aille finir un peu. Et comme je pouvais plus aller aux États-Unis, je suis d'ailleurs même depuis l'âge de 12 ans, j'étais pas avec mes parents. Mais j'ai commencé à vivre seul. Et j'appliquais ce que j'ai appris, je me suis marié dans ça, j'ai payé ce que je veux dans ça. Et donc, j'ai dit, je vais enseigner ce système-là pour que les gens fassent part d'un système stérile, improductif et une éducation qui gagne. Il faut que les gens fassent la différence entre une école qui ne sert pas à créer des emplois et une école qui te pousse à devenir commandeur d'emploi. Il faut que les jeunes fassent la différence et peser le pour et le contre. Et arrêter aussi de dire qu'on a un système français. Non, le système français permet aux jeunes français de vivre,
Le système français permet aux jeunes Français des chômeurs français d'être payés à 1000 €, souvent 800 € par mois, parce qu'ils sont au chômage, ils sont inscrits au pôle d'emploi. C'est ça le système français. Okay. Le système français permet aux chômeurs d'être payés. Le système français permet aux jeunes Français de maintenir les réacteurs nucléaires français. Le système français permet aux jeunes Français de maintenir, de faire les maintenance des métros de Paris, de Lyon. Mais nous, nos systèmes n'ont même pas de nom. On ne sait même pas si c'est le système camerounais. C'est-à-dire un système sans nom, un système que personne de façon honnête peut venir nommer. Ouais. Parce que le système français permet à la France d'être quand même, de garder son droit de veto. Hein. Le système français permet aux Français quand même d'être en avance. Hein. C'est pas un pays aussi pauvre que ça. Hein. La France arrive à vivre, hein, ils ont des hôpitaux et tout. Maintenant, venir nous mentir que nous, on a un système français. Si tel était le cas, on serait en train de vivre, ne serait-ce comme des jeunes Français, en attendant d'améliorer. Maintenant, nous, notre système n'a pas d'abord de nom. La nomenclature est difficile. Donc, c'est pourquoi moi, quand je prends mon parcours, je peux pas m'asseoir dire aux gens, mais sinon, j'ai quitté avec un bac plus 1. C'est-à-dire, je vais à l'école, première année, j'ai validé, deuxième année, j'ai validé, mais il y a 2 matières que j'ai pas validées. Et on m'a permis d'aller en 3e année. Donc, j'aime pas dire que j'ai bac plus 2. Et je devais faire la licence. C'est là que j'ai quitté. Donc, maintenant, aujourd'hui, la nature, les institutions pourraient me donner un PhD s'ils sont honnêtes. Ouais, voilà. Je sais pas le doctorat. Ouais. Voilà. C'est trop faible. Je suis capable d'aller réclamer un PhD. Si on était vraiment en Chine, parce que vous savez, le gouvernement chinois, pour les scientifiques, on s'en fout de ta soutenance de thèse de doctorat. Non, tu inventes quelque chose, tu brevettes, et puis on te donne ton doctorat. On s'en fout d'aller bosser, faire des stages, venir soutenir. Non, en Chine, pour qu'on t'appelle docteur, on va aller checker sur Internet, parce qu'ils ont les trucs là. C'est pas Google, c'est pas Badoo ou quoi. Comment on appelle ça? Ils ont un moteur de... J'étais récemment en Chine. Donc, tu vois quelqu'un qui porte un DR en Chine. En tout cas, si c'est le domaine scientifique, il a inventé même si c'est une molécule qu'il faut découvrir. De toutes les façons, tu dois inventer quelque chose. Et si tu le fais, que tu sois, tu aies été loin à l'école ou pas, dès lors que tu es arrivé à découvrir quelque chose qui apporte un plus à la vie du Chinois, tu seras nommé docteur ou élevé à un rang X ou Y dans le système. Mais ici, tu vas voir un jeune Camerounais qui va inventer une voiture qui roule, même un CEP ou une attestation qu'on va lui donner à la télé pour non, parce qu'il n'est pas passé par le moule que ils ont moulé. Tu vas voir quelqu'un qui va guérir 100 malades par ses mains, ou bien qui va aller en brousse prendre des feuilles, il arrive à guérir des malades et que vraiment ils sont guéris. Les gens voient qu'ils sont guéris. On certifie qu'ils sont guéris. Au lieu d'aller dire que lui là, on lui donne un diplôme, on est là, on s'observe quoi. Les Chinois sont pas dans ça. C'est pourquoi moi mon niveau évolue en fonction de mon âge. Plus je prends de l'âge, plus je suis obligé d'augmenter mon niveau. Quand j'aurai 50 ans, j'aurai le niveau de quelqu'un qui a 50 ans. Quand j'aurai 90 ans, j'aurai le niveau d'un être humain de 90 ans. Plus que je vais parler comme quelqu'un de 90 ans, je vais montrer mes réalisations, tout ce que j'ai fait. C'est ça aussi le vrai niveau de l'homme aussi. Dans votre récit, on voit le parcours d'un homme, à la limite même, je dirais, d'un surdoué, mais qui a décidé de tracer sa voie au-delà du système. Je disais dans une vidéo tout récemment que il n'y a pas un Africain aujourd'hui, surtout en zone francophone, qui ne connaît pas qui est le coach Simon Ouedraogo sur les 10 dernières années. Donc, votre impact est fort. Vous dites même, vous êtes un vendeur de rêves et vous le dites fièrement à tous ceux-là qui veulent avoir une mauvaise idée de ce thème-là. Maintenant, parce que lorsqu'on regarde l'Afrique, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Vous décriez tout à l'heure même le système éducatif qui est pratiquement caduque ou alors même inapproprié. Allez voir absolument. À nous. Mais pourquoi, dans toutes ces urgences-là, pourquoi vous décidez de vendre du rêve? Ben, il faut être vraiment, excusez-moi de vous le dire ici, bête avec grand B, pour dire à quelqu'un qui va, un pays sérieux, si c'est pas un pays d'ignorants, qu'est-ce qu'un pays cherche? Un pays cherche toujours des gens qui sont capables de vendre un rêve. C'est pourquoi John Kennedy a dit dans les années 60, The Republic is a dream.
If we stop dreaming, we're gonna lose the republic. Ça, c'est une phrase de John Kennedy que vous pouvez aller chercher. The republic, bon, il a dit the republic, mais comme c'est un président américain, je peux remplacer republic par America. Donc, c'est comme s'il dit, the United States is a dream. The day we're gonna stop dreaming, we're gonna lose the United States of America. Donc, le jour que nous allons arrêter de rêver. Donc, l'Amérique, c'est le pays des fous, des rêveurs fous. Qui peut rêver plus qu'un Américain? Jusqu'à ceux qui sont en train d'aller sur la Lune, conquérir Mars, faire des milliards de dollars, et puis ça dit rien, c'est des rêves. Mais quand quelqu'un dit que nous autres, qui peut pousser quelqu'un qui a perdu espoir, qui peut parler pour impacter quelqu'un au plus profond de Bafoussam ou bien de Douala, de Garoua, qui va écouter, qui va dire tiens, et qui s'élève et qui rêve de changer son village ou du moins d'être l'homme le plus riche et qui y arrive. Et vous dites qu'il vend les rêves. Mais qu'est-ce qu'on doit vendre si c'est pas le rêve? C'est l'illusion qu'il faut pas vendre. Okay. Oui, parce que c'est le rêve qui va nous amener à voir tout ça. Parce que vous savez avec moi que tout commence par le cerveau, hein. Si le cerveau est cramé, comme le caramel, donc il n'y a pas d'espoir. Parce que tout est changeable. Tout ce que vous avez vu, même l'Amérique, c'est un seul cerveau. Quelqu'un a dit que dream come from one mind, but only collective mind can make it come true. Okay. Tout rêve vient d'un seul esprit, mais il faut l'esprit collectif qui va permettre à ce que ce rêve soit une vérité. Aujourd'hui, nous sommes assis au Burkina. Thomas Sankara a rêvé. Il a battu des records. Il vit à jamais en nous. Nous avons un président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est un grand rêveur aussi, qui lance des grands projets, des projets que peut-être même si tu n'es pas connecté, tu vas dire que c'est pas réalisable. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un grand, il dreaming big, il rêve grand. On lance ça. Les gens sont venus le montrer une autoroute de 2x2. Il a balayé ça du mètre de réveil. Il a dit on va faire 2x4. Est-ce qu'il y a une école qui enseigne ça? C'est le dream. Donc c'est pourquoi l'absence des routes, des hôpitaux, c'est parce qu'on n'a pas eu des gens qui rêvent grand. Il y a des gens qui est content parce qu'il est nommé. Il y a des Africains qui prennent l'avion pour la première fois quand il est nommé ministre. Il y a des gens qui prennent l'avion pour la première fois quand il est nommé DG. Et puis alors qu'il a 40 ans. Tu penses que lui là, il va rêver de quoi? Pendant ce temps, le petit Américain a fait le tour du monde à 18 ans. Pendant ce temps, le petit Américain de 21 ans a déjà conduit des Ferrari et puis il n'est plus à là, il passe à autre chose. Et un vieux barbu part à l'aéroport pour la première fois. Au lieu de se taire pour voyager silencieusement, il bavarde à l'aéroport. Oh, j'ai réussi. Ceux qui pensaient que je vais échouer ma vie, voilà, je prends l'avion. Alors qu'il a 40 ans. Vous voyez, on a vu ça, lui là. Quand on va lui proposer $1 million, tu penses qu'il va pas vendre Garoua? Tu vois, il va pas vendre, même Douala, il va essayer de vendre et puis ils vont l'attraper. Donc, quand nous voyons les actes de corruption en Afrique, ça fait tellement pitié que tu te poses la question, il a CP1 ou bien il est patent. Tu vois, des vieux tontons, des gens même qui vont aller avoir le doctorat, qui viennent voler 100 millions. C'est que, ça là, c'est quoi? C'est parce qu'il n'a pas rencontré le coach Simon, qu'il a formé en développement personnel, option méta. Si c'était mon étudiant, bon, si c'est pas tout le pays que tu vas voler, tu peux plus voler. Parce que 1 milliard, c'est à la portée de l'humain. 10 milliards, c'est à la portée de l'humain. 100 milliards, c'est à la portée de l'humain. On va te former pour que tu saches que tu peux. Mais quand je regarde les journaux de corruption, on peut avoir un groupe de fonctionnaires qui se dit élite, qui se sont mis ensemble pour voler 500 millions. Et dans les partages, même si tu n'es pas fort en mathématiques, tu sais que personne ne sait en sortir avec 50 millions. Et on vient les ramasser. Et après, on les libère et on dit que c'est des corrompus. Mais moi, je pense que... regarde comment c'est faible. Moi, j'aime souvent lire les rapports de corruption en Afrique. Et je vois qu'on n'a pas des corrompus. On a des gens... Est-ce que c'est des affamés ou des... C'est des gens qui ne savent pas ce que c'est que... The big dream. Même dans le rêve. Même dans le rêve, même ils sont pauvres. Même dans le vol, ils rêvent peu. Oui. Parce que des hauts cadres qui volent 200 millions. Et pourquoi de 200 millions, on se tape ça sur la bourse de Londres ou la bourse de Tokyo, ou bien un bon bitcoiner va te taper $400 000 et puis le petit assis avec son ordinateur. Mais un vieux va aller, après avoir passé 30 ans dans la fonction publique, va aller détourner 100 millions. Lui là, comment on le soigne? Il faut l'amener sur la table de la métaphysique. Option cause Simon, pourquoi on extrait quelque chose dans son cerveau afin que lui-même il sache que cette somme-là, c'est à la portée de son propre fils. Donc le rêve, c'est ce qui manque à l'Africain.
And I'm so proud. Je suis très fier de dire que nous permettons aux gens de rêver. La fois passée, tu n'étais pas... on avait une formation et ça s'est passé au Mali. Ok, mais je suivi. Il y a quelqu'un qui a perdu ses 5 000 francs dans la salle. On était 800 personnes. Les gens ont communiqué pour chercher les 5 000. Ils ont pris les 5 jusqu'à ce qu'ils ont donné à un membre de l'organisation. Le lendemain, il est revenu à l'hôtel encore avec les 5 000 pour me dire de prendre. Moi, je dis, je vais pas prendre. Il dit, ils ont communiqué dans les groupes, mais personne ne s'est manifesté. Et ça, c'est des trucs qui se passent généralement dans mes formations. Des gens qui ont ramassé 35 000, 50 000 lors de mes sessions. Et on communique. Quelqu'un on a vu. Pourquoi? Parce que moi, I can shift the mind from 1 minute to the second. C'est-à-dire, d'une minute à la deuxième minute, toi, tu n'es plus sur la terre. I can make you travel, universal travel. Je peux te faire voyager dans l'univers en moins de 10 minutes. Et tu reviens trouver que les petites choses que tu vois sur la planète Terre, là. Maintenant, on doit être calme pour vraiment vivre dans la dignité. Mais lorsqu'on ferme les gens, d'autres vont aller faire des stages en Amérique, et puis ils vont revenir, ce qu'ils posent comme acte. Tu te dis, j'ai dit, voilà, quand on dit éducation et puis école, c'est vrai que c'est les mêmes eux. Mais attention, la différence est énorme en fait. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi chez nous, on éduque, on forme, on transforme pour un avenir vraiment brillant. Coach, nous sommes à 2 événements ici au Burkina pour revenir dans ce que tu es en train de dire. On peut avoir toutes les idées sur le Coach Simon, mais je pense que la preuve fondamentale du travail que vous menez, c'est sur les gens qui vous entourent et dont on a l'occasion de rencontrer. Nous sommes à 2 événements au Burkina Faso et la qualité des hommes qui nous entourent, la qualité des hommes qui participent à notre événement, dont une grande majorité sont vos élèves, sont des personnes qui ont été coachées par vous. Mais on constate très rapidement qu'il y a une différence. Vous parlez tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut perdre 5 000 francs et on fait le tour pour trouver les 5 000 francs et remettre à la personne. Mais on ne retrouvera pas ça sur d'autres cieux. Donc, je suis d'accord avec vous au niveau de la qualité des hommes, l'aspect moral, l'intégrité. Est-ce que vous pensez que ce sont des valeurs qui précèdent la richesse? Le minimum. Le minimum. Parce que moi, j'aime dire aux gens que l'argent, c'est l'unité de mesure du succès, mais l'argent n'est pas le succès. Je peux avoir une bonne quantité d'eau chez moi. Et puis, on me demande c'est combien de litres. Moi, je dis, je sais pas. On dit, OK, pour connaître la quantité de l'eau que tu as, nous allons amener une unité de mesure qu'on appelle le litre. On va mesurer l'eau. Et on vient, on mesure, on me dit, ah, ton eau là, c'est 10 000 litres. Je dis, ah, merci de m'avoir informé. Normalement, quand les gens ont une bonne éducation, c'est comme ça qu'ils doivent raisonner devant les... Tu as combien dans ton compte? Moi, je ne sais pas. Ah, ton argent là, tu as combien? Je sais pas. Je travaille et l'argent ne fait que venir dans mes activités. Et j'utilise ça pour m'habiller, manger, faire. Le reste, ça m'intéresse pas trop. Et donc, si tu veux connaître, permets-moi de compter. Mais lorsque l'argent devient un fait en soi, l'argent devient vraiment la chose que les gens courent derrière, c'est stupide. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est l'expression d'une ignorance pointue. C'est pourquoi l'argent, c'est l'unité de mesure du succès. Parce que tout succès doit quand même être mesuré. On arrive à mesurer. Comment on va s'entendre pour mesurer le succès? Bon, les gens se sont dit, why not? Pourquoi ne pas demander? Bon. Et puis, c'est toi qui veux. Si tu veux, tu dis, j'ai 10 millions. Si tu peux dire, OK, moi, j'ai 1 million. Je suis millionnaire. C'est comme tu dis, moi, j'ai 2 litres d'eau. Ça va me suffire pour toute la journée. Ou bien, j'ai 5 litres d'eau. Et moi, je te dis, j'ai 1000 litres d'eau. Tu dis, OK, bon courage et bonne chance. Tu as 1000 litres d'eau, moi j'ai 5 litres d'eau. Et nous avons tous été donnés 24 heures. Supposons que toute la vie c'est 24 heures. Moi je sais ce que je vais faire avec mes 5 litres d'eau. Maintenant toi tu as 1000 litres d'eau, alors que tu peux pas boire plus que 5. Que feras-tu des 995? Ça doit de voir ce que tu vas faire avec. Donc, le succès de l'homme c'est de savoir qu'est-ce que j'ai dans ma vie, qu'est-ce que je connais, quelle est ma contribution au monde, et arrêter de mesurer les gens par toi, tu as combien, j'ai fait 10 millions, tu vois, tous ceux qui parlent de ça là, ceux qui aiment bavarder sur, moi je gagne 10 000 $ par mois, j'ai fait, tous ces gens là, si vous allez bien fouiller, ils n'ont pas encore compris ce que c'est que la richesse. Les riches parlent peu de son gain comptable, les riches parlent de son savoir, et de sa capacité à changer les gens, d'apporter la joie dans la vie des humains, de souder des fissures, de connecter les gens, de faire vibrer les gens avec l'harmonie humaine. C'est ça la richesse. Maintenant, l'argent là.
Ah, que je gagne 1 million par mois. Moi, j'arrive à gagner 10. Tous ces gens-là, il y a une pauvreté qu'ils n'ont pas encore pu résoudre, en fait. Donc, comment se faire accepter? Parlons d'argent. Moi, je gagne $10,000. Donc, si je commençais l'émission en disant, bon, écoutez, moi, je gagne $50,000 par semaine, vous allez voir que cette expression va capter des âmes vides rapidement, qui vont venir s'asseoir, comme si je vais les donner $50,000. Tout ça, c'est... Donc, parlons esprit, parlons connaissance, parlons esprit humain, parlons âme de l'homme. Et l'argent, on va l'utiliser pour juste vivre confortablement. Donc, ici, c'est l'unité de mesure. Et on n'est même pas obligé de mesurer. Parce qu'au village, tu demandes à mon grand-père la quantité d'eau du marigot, il va te dire qu'il connaît pas. De toutes les façons, on boit, on vit ici à longtemps. Maintenant, si tu veux, tu peux venir mesurer, hein. Il dit que c'est 100 mètres cubes. Ça n'engage que toi. Maintenant, quand les gens ont commencé à classer les gens, c'est pourquoi j'ai dit ça dans ce livre. L'erreur a commencé quand on a commencé à classer les riches. L'homme le plus riche du monde, l'homme le plus... Donc, et ils ont pompé l'ego de l'homme. Si on avait commencé à dire l'homme le plus important du Cameroun, le 5e homme le plus important, vous allez voir que les gens vont lire. Ouais. Mais on dit l'homme le plus riche, il a 10 milliards, il a 150 milliards dans son compte. Sur le matériel. Les gens sont captés. On cherche plus à savoir comment il a. Mais si on est l'homme le plus intelligent, l'homme le plus important, l'homme le plus sérieux, vous allez voir que les gens vont remplir les bibliothèques. On oriente plus sur les valeurs que sur le matériel. On devrait orienter plus sur les valeurs que sur le matériel. Les magazines classent les hommes qui ont l'argent. Donc, du coup, tu peux vendre des produits cancérigènes, tu peux vendre des boissons périmées à la jeunesse et tu te tapes les sous et tu t'en vas mettre en banque et puis tu déclares ton relevé bancaire et puis tu sors homme riche. Hein. C'est pourquoi beaucoup ont vendu la cigarette. Beaucoup ont commencé par vendre la cigarette aux jeunes. Ils se sont tapés des milliards et aujourd'hui, ils sont assis comme quoi dans le rang des autres. Et d'autres même vendent des choses qu'ils disent pas. C'est-à-dire, il a une petite activité que vous connaissez. Mais les autres activités qui lui donnent de l'argent, c'est peut-être la drogue, la cigarette, les alcools qui abrutissent les jeunes et ça donne beaucoup d'argent et le gars est assis comme il est riche. Vous voyez un peu tout ça. Il faut que la métaphysique redéfinisse ça pour qu'on vive dans des sociétés harmonieuses. Pas que moi, je cherche pas l'argent. Ouais. Pas que j'attire pas l'argent. Tout ce que je fais, je mets l'argent en valeur absolue. Parce que je mange, je vis, j'aime ce qui est confortable. Ouais. Mais la vision avant-après, c'est l'esprit humain. Dans ce que vous disiez tout à l'heure, quand je visualisais un peu les choses, et je voyais un peu la course malheureuse des hommes vers la richesse pour être heureux. Je voyais un peu tout ça au-delà de certaines valeurs. Et là, je veux poser une question qui est pour moi d'ordre capital. Quel est le rapport que vous établissez entre l'argent, principalement, et le bonheur? Bon, l'argent a une usine et le bonheur n'a pas d'usine. C'est tout. Vous voulez encore des explications? Oui, bien sûr. C'est trop costaud. L'argent, il y a des machines qui fabriquent l'argent dans une situation géographique donnée, avec des matières premières. Dans des banques centrales. Et si tu es heureux, tu peux mettre la photo de ta maîtresse même sur les billets de banque, si tu veux. Si tu veux, tu peux mettre la photo de ta maman, de ton papa. Tu peux mettre même ta propre photo. Mais le bonheur n'a pas de signature. Qui va signer sur le bonheur? Nous avons les gouverneurs des banques centrales qui signent sur les billets. C'est pas la même signature du BCAO, de la BEAC. Tout ça là, ça n'engage que vous les humains. Ça c'est vous. Mais le bonheur relève d'un plan divin. Le bonheur, on triche pas. Le bonheur, c'est, on peut se mentir qu'on est heureux alors qu'on l'est pas. Tu peux essayer, hein, mais d'abord ta conscience te dit que tu mens. Tu vas essayer les gens, ceux qui savent observer. Ouais, on a vu sur les réseaux sociaux, la majorité des dépressifs dansent. Je vois souvent des filles qui dansent, c'est pas toutes les filles, mais moi j'ai dit à ma femme, elle est dépressive. Et quelques mois après, elle collapse. C'est-à-dire, elle s'effondre, elle commence à dire la vérité. J'ai dit, je t'ai pas dit que celle-là, elle est dépressive. Je t'ai pas dit, mais on sort, on veut forcer aux gens pour montrer qu'on vit bien, on filme ce qu'on mange, ouais. Tout ça, c'est quoi? De toute façon, c'est toi qui vas venir dire aux gens si tu es vraiment heureux ou pas. Et donc, l'usine qui fabrique l'argent est humaine. Et l'usine qui fabrique le bonheur est divine, et incorruptible, et impartiale. Et donc, la recherche du bonheur doit être vraiment personnelle. Et tout le monde est né pour chercher le bonheur. Parce que si t'es pas heureux, tu le sais.
Si tu fais semblant, tu le sais. Maintenant, il y a des ingrédients qui vont venir emballer ton bonheur. Et ça peut être l'argent. Okay. Pour moi, l'argent, c'est juste... mais c'est parce qu'un produit sans emballage, vous voyez, ce livre est bien emballé et tout, son contenu est là, mais je pouvais l'imprimer sur un support qui n'est pas attractif. Ouais. Donc, il faut un contenu et un contenant. Et l'argent vient jouer un rôle, pour moi, de finition, d'embellissement. On construit une maison, on a besoin de décoration pour que ça soit encore plus belle. L'argent joue ce rôle. Mais la maison même là, wallah, c'est ta vie, c'est ta connaissance, c'est ta spiritualité, c'est ta connexion avec l'esprit divin. C'est ça d'avoir la richesse. Mais je vais pas rejoindre les mauvais religieux qui vous disent de ne pas chercher l'argent alors qu'ils trimballent toujours des quêtes dans les églises. Vous voyez des gens, un bandit spirituel, excusez-moi de vous le dire, qui va avoir une quête dans une église. Au lieu de dire l'argent est bon, l'argent c'est tout ce qu'il vous faut, il va critiquer l'argent, vous dire, ouais, il y a des gens, ils privilégient l'argent à la fois, il y a des gens dans cette vie-là, et quand il va finir de bavarder comme ça, à votre grande surprise, c'est des quêtes qui sortent de gauche à droite. Alors que le même gars, il y a même pas 2 minutes, ou même 10 minutes, il parlait mal de l'argent, qu'il y a des gens. Donc tout ça, moi je suis pas dans cette dynamique. Je vous dis, allez-y, faites un plan, faites un projet, donnez quelque chose au monde comme l'a si bien dit Napoleon Hill. Give something in return, money will come from, l'argent va venir d'un échange de quelque chose et vous allez vous remplir les poches d'argent et faites ça vraiment un produit ou quelque chose qui va vous permettre d'apprécier votre vie sur terre, d'aider votre prochain parce que sans argent aussi, il y a des moments où on est bloqué. On peut pas sauver certaines personnes et tout. Mais ceux qui vous disent de ne pas chercher l'argent, ceux qui vous disent que l'argent ne fait pas le bonheur et pas ricochet, pour ne même pas dire de façon paradoxale, mange l'argent, pour moi, c'est des criminels. Et que notre jeunesse et notre ère du verso va balayer des revers, on va les mettre à la retraite parce que c'est trop. Tu vas pas dire une chose et son contraire. L'argent ne fait pas le bonheur, les jeunes là cherchent l'argent, et moindre coût, tu demandes cotisation. Voyez-vous? Donc moi, je parle bien de l'argent, je parle bien de la prospérité, je parle bien de l'abondance avec tous les gars de fous qui y vont avec morale, sagesse, leadership. Créer de l'équilibre. L'équilibre. Ok, coach. Vous avez taclé tout à l'heure les religieux et dans vos propos, on vous voit beaucoup parler de métaphysique, de spiritualité. Est-ce que le coach n'est pas l'apôtre d'une nouvelle religion ou d'une autre religion? Bon, moi je pense que chaque individu, chaque être humain est une religion ambulante. Nous avons 7 milliards d'habitants, allant à 8. Pour moi, on a 8 milliards de religions. Chaque être humain qui naît avec une religion. Parce que la religion, c'est quoi? Relier. C'est comme rallonge. Ça nous relie au divin. On a tous des empreintes digitales différentes. Donc, chaque être humain est comme une religion. Seulement, il y a des grandes organisations religieuses qui permettent aux gens de communier et tout ça vers l'esprit divin. Seulement, ce qu'on n'a pas beaucoup compris, c'est que la religion est une classe préparatoire à la spiritualité. Mais c'est malheureux qu'un vieux fasse 50 ans dans une classe préparatoire à la spiritualité. La religion, c'est pas un passage obligé, mais c'est un passage nécessaire vers la spiritualité. Mais quand moi je vois des vieux qui ont fait 60 ans au CP1, bon, vraiment, je sais même pas qui les a formés parce que la religion, c'est un passage. On apprend et maintenant, on vit la spiritualité. C'est pourquoi quand tu prends, par exemple, ça peut être 4 verset 24, je crois. Parce que moi, j'ai lu la Bible, le Coran, le Talmud, le Daoyin, le livre des morts, le livre sacré bouddhique. J'ai fait plus de 12 religions. Animisme, confucianisme, chamanisme, zoroastrisme, tout ça là, j'ai bossé. Donc, ça là, j'ai bossé. Mais quand je vois Jean chapitre 4, verset 24, qu'est-ce qu'on a dit? God is spirit. And whoever shall believe in him in spirit and in truth. Dieu est esprit. Et quiconque voudrait croire en lui, devrait croire en lui en esprit et dans la vérité. Mais est-ce qu'on a dit que Dieu est religieux? Est-ce qu'on a dit que Dieu est sectaire? God is spirit. In spirit, and whoever shall believe in him. On n'a pas dit whoever will. On a dit shall. Et là aussi, c'est une différence.
Parce qu'il y a le shall et le will, c'est pas la même chose. Whoever shall believe in him, shall believe in him in truth, dans la vérité. Et donc, voilà que nous, on est là. C'est comme si c'est dans le mensonge qu'on s'est réunis pour croire en Dieu. Et donc, et pourtant, on nous a dit là-bas, moi j'ai aimé, parce que j'ai lu presque toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, le Coran de Sourate 1 à Sourate 114, je bosse. Je suis libre depuis longtemps, donc je bosse ce que je veux. Donc, ce tag-là, c'est pas des paroles pour les peuples, parce que la religion, ça arrive aussi à calmer les ardeurs des bandits aussi, parce que il y a des gens aussi, ils étaient en train de voler des poulets dans les quartiers, et depuis son entrée à l'église aussi, ça a aidé. Ils jouent bien au Guembé, et puis bon, pas tous les Guembés, hein, bon, faut pas que les joueurs de Guembé vont prendre ça, dire que... Donc, la religion, dans certains, ça permet de calmer d'abord les gens. Mais il faut qu'on les fasse passer en classe supérieure. Il est l'heure que chaque groupe fasse passer l'esprit de ces gens-là en classe. Parce que vous-même, vous savez... La classe supérieure, coach. La classe supérieure, c'est la spiritualité. The higher connection. with only one God, c'est-à-dire la grande connexion. Donc, beaucoup de gens m'ont dit ça. Et moi, j'aime dire aux gens, moi, j'ai fait 12 religions, moi, j'ai pas peur d'une nouvelle religion. Mais il y a des gens, si tu les dis une nouvelle religion, ils sont tellement mécréants qu'ils ont peur. Moi, si on m'informe qu'il y a un nouveau prophète qui a atterri, moi, je m'en fous. Il me fait ni chaud ni froid. On s'en va écouter pour voir il dit quoi de nouveau, parce que dans Ecclésiaste, il est écrit, there is no new thing under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Tout est, on a fait les 2 capis, hein. Tu vois le cercle là, on a fait les 2 capis. Nos ancêtres ont fait plus de 10 capis, hein. Ce n'est pas 2. Et donc, quand on commence, on sait où ça va se terminer. Donc, nous sommes là pour répéter des expériences, hein. Donc, quand ça commence, on sait. Mais c'est parce que les gens n'observent pas. Les gens qui ont fait 10 fois le tour de la constellation, de tous les astres, et quelqu'un qui n'a même pas encore fini un seul tour, et il dit que ceux qui ont fait tout le tour sont des mécréants. C'est pourquoi quand les gars ont commencé à bavarder sur nos ancêtres, moi je les regarde, je dis, il y a un moment, vous n'avez pas compris, l'âge de Noé, c'est une métaphore. On vous raconte que Noé a ramassé des animaux. Non, il faut être métaphysique. L'âge de Noé, c'est trop spirituel, et nous vivons ça. Tout ce qui t'a été profitable et que tu as manifesté de la méconnaissance, il y aurait une maladie et que c'est seule cette chose-là va te guérir. Ça veut dire que quand Noé construisait son arche, il y a des gens qui ont chié là-bas, hein. Mais il y a eu une maladie qui les a frappés et seul le caca qu'ils ont scié dans l'arche là était le seul remède. Donc chacun courait vers son caca pour aller prendre, pour soigner sa maladie. Mais on va pas vous expliquer jusqu'en profondeur. C'est pourquoi ceux qui ont chié dans le plat de nos ancêtres, parce qu'ils ont vu des financements religieux extérieurs, ce qui va les arriver sur le continent africain, seul le recours aux ancêtres va les guérir d'abord. Parce que c'est une question de continuité. Les gars ont construit des pyramides, ils ont tout transmis. Et leur période est arrivée, ils sont partis. Sacré a joué son rôle, quoi. Et donc, c'est comme une équipe qui part en finale et les 2 meilleurs joueurs sont blessés ou bien sont partis. Et on te met là-bas. Toi, tu joues, tu remportes la coupe et tu insultes tous ceux qui ont joué de l'éliminatoire jusque-là. Tu vois que c'est idiot, non? Quelque chose va te passer. Tu ne profiteras pas de cette coupe. Donc, du coup, moi, j'entends sur le continent africain des bandits spirituels sur des plateaux. Et quand ils veulent mentionner les ancêtres, c'est comme si c'est eux qui ont creusé les tombes. Moi, je sens que c'est sous l'influence des financements. C'est sous l'influence des dons. Tu vas manger, mais tu vas pas chier. Parce que quand tu prends la Bible, il y a l'Ancien Testament, et où on a magnifié, mentionné la période d'Abraham. Avant de venir au Nouveau Testament, est-ce que vous avez vu Jésus insulter Abraham? Est-ce que vous avez vu Jésus insulter Moïse? Donc, si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes une suite de tous ceux qui ont vécu. Et donc, 1 minute de silence, 1 minute de respect, et nous construisons ce que nous devons. Mais si on se retourne, que ton âme là, dans votre village là, ton grand-père était quoi? C'est toi qui as creusé sa tombe. S'il était là le jour de son âme, c'est de l'impolitesse. Et que nous, on peut pas combattre, mais le ciel va combattre, la terre va combattre, les ancêtres vont combattre, et personne ne va s'en sortir. Et donc, il y a tous ces aspects qu'il faut que les gens sachent. Coach, ça se voit que vous honorez très fortement
en tout cas vos parents, notamment votre maman, je pense que je suis tombé sur sur un de vos posts où votre maman était assise sur votre bureau. Ça représente beaucoup pour vous? Oui, beaucoup. It's my goddess. C'est ma déesse sur terre parce qu'on a dit after God, après Dieu, qui s'ensuit, c'est les parents, ça, surtout ta mère, ton père aussi. Donc, je ne fais rien sans l'informer. Je ne fais rien sans dire à ma mère. Parce que chez nous, il y a un proverbe moi aussi qui dit ta mère s'occupe de toi jusqu'à ce que tu aies tes dents. Mais à ton tour, c'est toi qui t'occupes d'elle jusqu'à ce qu'elle perd ses dents. Elle s'occupe de toi pour que tu aies tes dents. Mais tu vas t'occuper d'elle pour qu'elle perd ses dents. Voyez-vous? Donc, c'est une question de donnant-donnant. Elle était là au début pour toi, mais vers la fin, il faut que toi, tu sois là. Et c'est ce que chacun doit faire pour ses parents. Et on n'a pas raison devant son père et sa mère. C'est la seule raison qu'il faut pas chercher. Mais là, beaucoup de gens cherchent à avoir raison. Mon père a quitté ma mère, mon père frappait ma mère. Ça, c'est pas tes joyons. Ma maman a fait ça à mon papa. Ça t'engage pas. La relation entre toi et celle qui t'a mis au monde, tu dois tout faire pour garder cette relation. Ça va te faire du bien. Et arrêtez de vous justifier. Une fois que vous avez ça, c'est bon. Donc moi et mes parents, c'est ça. Et c'est là aussi, je permets pas à un bandit spirituel de parler mal de mes ancêtres. Sinon, on se rentre dedans à la dadis, quoi. D'accord. Coach, vous voyagez beaucoup dans plusieurs pays, dans le monde entier. Et encore plus, vous vous exprimez très bien en anglais. Et quand on voit ce que vous avez déjà réalisé, l'aura que vous avez, on se demande pourquoi est-ce que vous ne vous envolez pas vers de nouveaux cieux? Pourquoi avoir choisi de rester au Burkina? Et ça se voit que vous y êtes pour longtemps puisque vous êtes en train de faire des grands chantiers. Oui, vous savez que l'être humain, c'est le seul qui n'est pas fier. Est-ce que vous voyez les arbres qui voyagent? Un arbre, normalement, quand on le plante à quelque part, il se plaint pas. Il se bat pour donner des fruits. Mais la nature nous a permis de nous déplacer, de voyager, d'aller découvrir. Mais moi, j'ai tout fait pour ne pas voyager pendant 1 mois. Mais quand je voyage, je calcule. Je veux pas trop durer hors de mon pays parce que depuis longtemps, j'ai jamais fait 1 mois dans un pays. J'ai fait 15 jours, 10 jours, 1 semaine. Je n'atteins pas 2 mois. Pourquoi? Parce que quand je vais atteindre 2-3 mois, je vais sentir que je me dépayse. Et si je me dépayse, je risque de prendre l'habitude du pays hôte et je risque de rester. C'est pourquoi ça, c'est ma philosophie à moi. Donc, quand je voyage, je vais faire rapidement et je reviens pour prouver aux gens qu'on peut rester dans son pays. Et si les gens, on peut rester chez eux, créer vraiment des conditions de vie sérieuses et que vous êtes prêts à mourir dans l'eau pour y aller, vous aussi, vous pouvez rester chez vous, créer des conditions de vie harmonieuses afin que les gens aussi viennent. Mais la nature peut pas accompagner quelqu'un qui a vu des belles maisons et qui risque sa vie pour aller. La question qu'il faut se poser, comment c'est arrivé? Ils ont travaillé. Et donc, si toi aussi, eux aussi, ils avaient fui pour aller ailleurs. Si les gens vont passer le temps à fuir les pays, qui va développer le pays de qui? Donc, pour moi, je salue ceux qui sont allés en aventure, en diaspora. Il faut bosser et revenir. Bon, il y a des escrocs aussi. Bon, moi, je les qualifie. Ils savent que tous ceux qui sont allés en aventure ont l'argent. Donc, ils basent les enseignements sur la diaspora. Moi, je sens aussi que c'est une faiblesse. Parce que moi, personnellement, je forme des villageois, je forme des gens qui savent ni lire et qui deviennent des millionnaires. C'est ma spécialité. Mais il y a des gens, quand ils parlent à la diaspora. Parce qu'ils savent que 90% des Camerounais vivant en France s'en sortent. 90% des Camerounais vivant au Canada. Donc, il y a des gens, quand ils s'adressent, c'est des coachs de la diaspora. C'est très facile. Si tu penses que tu es sérieux, si tu penses que tu as quelque chose dans ton cerveau, viens au village, prends un petit qui a quitté l'école en classe de CM2 par manque de moyens, transforme-le en leader et dépose-le sur la place. C'est ce que moi j'ai fait. Et donc, j'ai même créé une école ici qu'on appelle Courage, cours urgent d'alphabétisation rapide et génial, qui permet à des gens qui ne savent ni lire ni écrire d'apprendre à lire et écrire en 3 mois. Après, maintenant, je les fais lire des livres de développement personnel, je les fais suivre des vidéos et je les introduis au leadership. Mais il faut pas les voir 1 an après. Ils arrivent à attacher leurs cravates, ils s'en vont payer des costumes. Et quand je les vois, je me sens bien. Pendant ce temps, il y a des gens, la diaspora, c'est toi qui les as envoyés là-bas. C'est toi qui as payé les transports. Moi, j'ai dit à toute la diaspora qui va suivre cette émission, rentrez. Venez chez vous. Vous êtes allés, vous avez fait rentrez.
Il y a un Camerounais qui dit qu'il rentre. Donc, qu'il rentre, n'est-ce pas? Donc, rentrez chez vous. Venez. Et quand vous allez venir, vous allez pouvoir développer. Ne laissez pas les gens, c'est là. Il y a des gens qui sont spécialistes en construction de maisons pour les diasporas. C'est toi qui l'as envoyé. Elle a envoyé moi l'argent. Ceux qui sont aux États-Unis qui veulent construire comme le pays. Hey, mon ami. Moi, c'est pourquoi moi je forme pas, entre moi et la diaspora. C'est est-ce que quand toi tu es en Amérique là, tu lis les livres comme les Américains? Tous les diasporas que j'ai formés, je les ai d'abord lavés. Et je les ai conduits directement à la bibliothèque du pays, comme le Canada. Et quand ils sont allés faire 2 semaines, eux-mêmes, ils m'ont appelé, ils disent, tu m'as sauvé. J'étais là. J'ai dit, mais va lire. Arrête de travailler les travaux physiques, là. Arrête-moi ça. Va lire dans les bibliothèques au Canada, aux États-Unis, en France. Tu vas voir. Et les gars, ils disent, waouh, tu m'as bien orienté. Je rentre chez moi. Mais, il y a des gens là, quand moi je les écoute, ils peuvent même pas transformer l'eau en vin. Il faut toujours du vin pour qu'ils viennent boire. Non, et le coaching, c'est de prendre quelqu'un qui est désespéré et le transformer en leader. C'est ça. Vous parlez beaucoup de livres, coach, et j'ai entre mes mains La puissance de l'auto-éducation, qui est votre chef-d'œuvre, un véritable best-seller. Avant même de parler du livre, moi, comme plusieurs Africains, on se lève un matin et on voit des images sur les réseaux sociaux, un stade plein, plus de 6000 personnes avec un livre entre les mains. On se demande, mais qu'est-ce qui peut autant donner, qu'est-ce qui peut être cette audace-là dans le cœur d'un homme qui le pousse à oser de faire une telle chose? Ça, c'est ma question à moi. Quand vous vous levez le matin, vous dites, je m'avais réservé le stade pour la dédicace du livre. Qu'est-ce qui peut être dans votre esprit à ce moment-là? Bon, moi, je pense que Jim Rohn a dit que success is a question of revenge. C'est-à-dire, le succès, c'est une question de vengeance. Il faut qu'on se dise la vérité. Le succès, c'est de se venger d'une situation, c'est de te venger de quelque chose qui t'a pas plu, c'est de te venger de la pauvreté, de la misère et tout. Et moi, j'avais une envie de me venger de la définition sarcasmique que les gens donnaient à la jeunesse africaine. C'est-à-dire, quand on présente les jeunes africains, généralement, c'est dans les festivités, généralement, c'est des caleçons dehors. Généralement, c'est des jeunes vraiment qui pensent que la vie, c'est du djanjoba, quoi. En oubliant les jeunes scientifiques, en ne faisant pas la promotion des jeunes lecteurs. Moi, je me suis dit, non, il faut que je prouve au monde et à l'Africain lui-même que sur le continent africain, il y a des jeunes qui lisent des livres, qui sont dans la dynamique de la sagesse, je dirais, diopienne, hein. La sagesse de Cheikh Anta Diop, la sagesse de Joseph Kizerbo, la sagesse de Nyobe, la sagesse de Lumumba, la sagesse des grands comme les Olympios, la sagesse de Kwame Nkrumah. Il y a cette sagesse qui habite dans plusieurs cerveaux africains, mais qui ne sont pas mises en lumière, ou du moins les gens préfèrent faire la lumière. Donc moi j'ai dit, ok, il faut que je vous prouve que dans ce continent on a 2 jeunes, ceux qui ont décidé de jouer avec leur vie, et ceux qui ont pris leur vie au sérieux, pour donner quand même une image intellectuelle du continent. Donc, je vais organiser ça. J'ai dit, je vais rentrer aussi dans l'histoire. Je vais être le tout premier écrivain, auteur du monde entier à battre le record de parution. Donc, aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que je suis le tout premier être humain en Afrique, et dans le monde, qui a battu le record de parution de livres. Donc, je suis un Guinness record. Oh. I broke the record. Je pense que les abonnés vont apprécier. Voilà. Et donc, Napoléon l'a pas fait. Jim Rohn n'a pas fait. Même Jerry Ing l'a pas fait. Et même les gens qui ont, même Mao qui a écrit le Little Red Book, qui est vendu à des milliards d'exemplaires, l'a pas fait. Il y a des gens qui ont vendu 1 million d'exemplaires en une semaine. Moi, j'ai pas encore atteint les 1 million. Il y a des gens qui ont vendu 20 millions d'exemplaires. Mais, les dédicaces là, a eu lieu peut-être dans un podcast comme ça, et bon, et avec les canaux de distribution, les gens ont payé. Oui. Ils n'ont pas fait, mais moi j'ai dit, je vais battre le record mondial de parution de livres, dédicaces. Donc il me faut un stade. Et quand j'ai pris le stade, les mécréants, ceux qui croient pas en Dieu, ont dit que non, que c'est pas possible, tu as vu ça où? Moi j'ai dit, mais je suis un lecteur, je connais, comment il s'appelle, Roger Bannister, en mai 54, qui a brisé le record de 4 minutes et miles. Vous voyez, on a dit que quoi? Et miles, ça fait 1,6 km.
Et les cardiologues du monde s'étaient entendus que si quelqu'un court pendant 4 minutes, une distance d'1,6 km, son cœur s'explose et il meurt automatiquement comme un oiseau foudroyé par la foudre. Et c'était documenté jusqu'en 1954. Et un Britannique du nom de réseau Bannister s'entraîne et il décide dans un marathon géo-olympique, il a décidé de battre ce record. Et quand il l'a fait, au lieu de 1 minute, il a fait 4 minutes, et il a fait 3 minutes 56 secondes comme ça. Donc, c'était pas en 4 minutes et il n'est pas mort. Tenez-vous bien. L'année qui a suivi, des lycéens ont battu le record. Des lycéens. Plusieurs athlètes ont battu le record. Donc, ça veut dire qu'il vient de lever une barrière psychologique mondiale. Et moi, je me suis dit, je dois lever cette barrière. Je dois être le premier à battre le record. Et donc, quand on l'a fait, les gens sont venus de partout. Et le stade, et j'ai pimenté, j'ai dit, celui qui possède pas les livres ne rentre pas dans le stade. Parce que les autres, là, les auteurs, et ils font les dédicaces comment? C'est après la dédicace que les gens payent. Il dit, chez moi, là, on paye avant de rentrer. Parce qu'on se connaît. I am the coach Simon. You know me. Les gens vraiment ont fait une démonstration de leadership, de sagesse. Ils sont sortis. On était 6500. Il y a d'autres qui sont venus sans les livres. Ils sont restés dehors. Et le lendemain, c'était vraiment les réseaux partout, les médias comme VOA depuis Washington. Et en un an, on a fait 25 000 exemplaires vendus. Et ça, c'est un record, pas mondial, mais sur le développement personnel option métaphysique, c'est quand même le best-seller. Donc, et que je recommande vivement à tous les Camerounais qui vont suivre ça parce que je suis en face d'un Camerounais, le continent. J'espère que vous n'êtes pas en train de prendre votre indépendance continentale. Donc, tout le continent va acheter la puissance de l'auto-éducation et le contenu est très puissant. Oui, depuis sa sortie, déjà, je pense en décembre dernier, ou peut-être en janvier. Non, le 30 mars 2024. On ne fait que voir des conteneurs qui arrivent. Oui. Et de l'autre côté, le prix ne fait que grimper. Bon, le bon côté, c'est que j'ai eu mon livre en novembre. Donc, même si ça grimpe, je ne fais pas partie de ceux-là qui vont dépenser encore beaucoup. Jusqu'où ira le prix de la puissance de l'auto-éducation? Ok, donc également, j'ai battu un autre record. Moi, je disais que j'ai passé mon temps à observer nos commerçants décharger des conteneurs de biens. Moi, j'aimerais décharger un conteneur de livres et j'ai écrit ça dans mon objectif et je l'ai réalisé. Le livre est venu un jour en conteneur, j'ai même filmé. Il dit voilà, enfin, on décharge des livres dans un conteneur parce que 10 000 exemplaires, c'est beaucoup. Et moi, j'étais fier pour ça. Donc, jusqu'où ira le livre, vous allez voir que le livre est estampillé et numéroté. Donc, chaque livre a un numéro. Il faut lire pour vous, je vais voir. 13 753. Et ça, c'est 14 423. Donc, si je vous dis que j'ai vendu 25 000 exemplaires, on doit retracer tout. Parce qu'il y a des gens aussi qui mentent sur les chiffres. Ils vont écrire un livre qui n'a pas 100 ventes, ils vont dire que c'est 10 000. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai numéroté tous les livres. Maintenant, il y a une série limitée que nous avons imprimée, 120 000 exemplaires. Et chaque exemplaire coûte 120 000 francs. Et c'est estampillé HGC, qui veut dire Hope Giver Conference Center, adossé à la construction du plus grand centre de conférence de développement personnel intégré du continent africain. Je répète, le plus grand centre de conférence intégré en développement personnel et leadership du continent. Je répète une dernière fois, le plus grand centre de conférence intégré en développement personnel du continent africain, sur une superficie de 8500 mètres carrés, et avec une capacité annuelle de fréquentation qui peut aller à 475 000 visiteurs, avec une capacité d'accueil de plus de 5 000 personnes du coup, en esplanade et dans les différentes salles. La grande salle prend jusqu'à 1500 personnes. Donc, la pose de la première pierre a eu lieu le 29 mars. Donc, lorsque vous achetez la version HGC, à 120 000, votre nom et prénom est inscrit dans la réalisation du projet. Ça veut dire que vous êtes membre. Vous avez contribué à ériger ce centre où on va magnifier le savoir, où la jeunesse africaine va mieux se former pour envahir maintenant, pour aller travailler. Donc, c'est pourquoi actuellement, c'est à 120 000. Quand on va commencer à construire, ça va passer on a déjà commencé à déposer les conteneurs et tout. Donc, ça va passer de 120 000, on va passer à 200 000, de 200 000 à 250, de 250 à 300, de 300 à 320. Et le dernier prix, c'est 1 million. C'est-à-dire, quand le centre va voir la forme
quand on va commencer à faire les finitions, pour pouvoir posséder la version limitée et être membre du projet, ça va coûter 1 million. Okay. Mais pour le moment, c'est à 120 000. C'est vrai que je l'ai ici, là, dans mes notes. Je vais y revenir alors qu'on clôture sur le livre rapidement et on n'a plus assez de temps. Quel est le grand message que vous souhaitez passer à travers ce livre? Donc, comme son titre l'indique, la puissance de l'auto-éducation, démarche psychométaphysique pour un succès responsable, guide ultime. Donc, le livre a jusqu'à 4 titres. Le premier, c'est Simon Ouedraogo University. C'est comme une université qui te montre vraiment comment partir de rien pour devenir qui tu veux être. C'est une démarche psychologique et métaphysique qui te permet d'avoir un succès responsable. Un succès responsable, c'est un succès que tu es prêt à venir raconter sur des plateaux télé, comment j'ai fait. Et donc, ces livres, vraiment, si tu sais vraiment lire et écrire, lorsque tu possèdes le livre, on a mis à l'intérieur de la programmation neurolinguistique pour commencer et des objectifs également pour atteindre. Donc, le message ici, c'est pour dire à toute la jeunesse que si tu n'as pas eu la chance d'aller, ou la malchance, ça dépend de qui tu es, d'aller très loin à l'école, si tu sais lire et écrire, vraiment le message que contient ce livre peut te permettre d'être le prochain Edison, parce que nous connaissons tous le niveau d'études de Thomas Edison. Nous connaissons tous le niveau d'études des frères Wright. Nous connaissons tous les niveaux d'études de Thomas Henry Ford. Nous connaissons tous les niveaux d'études du PDG, le fondateur de BOA, Bank of America. Donc, ce sont des gens qui n'ont même pas fait 5-6 ans à l'école. Thomas Edison, c'est en termes de mois. Mais comme ils ont su lire et écrire, avec le désir de vraiment faire des recherches, ils ont inventé. Et j'en ai parlé ici aussi. Donc, ça donne espoir à toute la jeunesse de savoir que si je sais lire et écrire, avec ce livre, je peux devenir vraiment un autodidacte et un scientifique. Coach, vous êtes toujours dans des projets audacieux. Vous le disiez tout à l'heure, je vais y revenir. Le 29 mars 2026, vous avez posé la première pierre du Hope Givers Conference Center, HGC. Dans la commune rurale de Koubri. Je pense, dans mes informations, c'est à 20 minutes lorsqu'on a l'ambassade des États-Unis. Oui. Le centre prévoit une salle de conférence de près de 1500 places VIP, plus de 21 grands appartements, une esplanade de 3500 personnes, des salles de 100 places, 8 grands bureaux, une bibliothèque, un supermarché. 30 appartements. OK, et assuré par la vente, c'est assuré par la vente de son livre. Je pense que les chiffres sont bons jusqu'ici. Oui. Ou bien approximativement. Donc, chaque achat donnant droit à une participation au projet de l'HGC. Et pour moi, vous avez une renommée, vous êtes crédible. Et je vous dirai même d'ailleurs pourquoi est-ce que vous êtes crédible. Je pense que vous le savez. Pourquoi avoir choisi de faire financer ce projet, je ne sais pas si je peux appeler ainsi, par les lecteurs, alors que vous avez la possibilité d'avoir des bailleurs de fonds? Ok, merci. Ça relève du côté spirituel du centre. Et il est bien vrai qu'il y a des partenaires qui peuvent se joindre, mais la majorité, l'ultra-majorité est financée par l'individu, le lecteur. Parce que ici, nous avons besoin plus d'esprit, nous avons plus besoin d'âmes éclairées que de fonds. Parce que si vous regardez la majorité des business africains, c'est des gens qui ont basé les énergies sur la recherche du fonds pour commencer. Mais le fonds est là. Mais où sont les gens? Où sont les âmes? Où sont les esprits? Donc, c'est pourquoi ce centre doit être un centre un hub de grands esprits éclairés. Donc, les 120 000 exemplaires s'adressent à 120 000 Africains. Donc, si j'ai 120 000 Africains qui possèdent les livres, qui lisent les livres, et que ces sommes qu'ils ont utilisées pour acheter les livres ont soutenu la construction, lorsque tu rentres, tu sens l'énergie. C'est pourquoi la fois passée, j'étais en émission et j'ai critiqué la démarche qu'ils ont pris pour construire le siège de l'Union africaine. C'est pourquoi ils prennent des décisions, même nous on se pose la question, est-ce que c'est pour nous? Parce que les fonds ont été levés où? Qui a construit? Donc quand ça manque d'énergie, vous allez voir que tout ce que vous faites là-bas, ça donne pas. C'est pourquoi tu vas voir un grand commerçant prêter l'argent, 1 milliard, construire un immeuble, et après il confie ça à quelqu'un qui roule avec une moto de 50 000 ou 100 000, de chercher des locataires. Vous voyez? Donc, tu vas investir 1 milliard pour construire un immeuble et celui qui tient les clés de l'immeuble là, il a du mal à trouver carburant même pour chercher des locataires. Il va les avoir où?
Donc, on a encore enjambé l'aspect humain. Donc, moi, j'aime miser sur l'éducation de l'homme. Donc, raison pour laquelle je veux vraiment que tous les Africains qui vont suivre les émissions que je fais autour de ce projet contribuent à 120 000. Bon, si c'est tout le cas, c'est à 1 million. Vous contribuez et quand le centre sera ouvert, chacun aura sa carte. Quand vous venez, si votre nom est là seulement, au sein du centre, vous aurez votre carte et vous avez votre carte de membre. Vous pouvez rentrer à la bibliothèque qui est gratuite. Il y aura des formations gratuites là-bas, d'autres partout. Vous pouvez avoir accès. Des formations en ligne, vous avez accès et c'est chez vous. Je pense et les appartements aussi, on en a jusqu'à 30. Oui. Donc, vous pouvez venir passer vos vacances, vos congés là-bas à moins de coût aussi. Okay. Pour ma part, si vous êtes africain et que vous aimez l'Afrique, si vous aimez le Burkina, voici un projet dans tous les cas où il faudrait investir. De l'autre côté, vous rentrez avec un livre puissant qui, à mon sens, a de la valeur au-delà du montant qui est donné. Et alors que nous sommes en train de sortir, je suis quand même au Burkina Faso, je parle avec un leader d'opinion du Burkina. On voit aujourd'hui la métamorphose que prend le Burkina Faso face à... quelle est votre appréciation du système qui dirige le Burkina Faso actuellement? Aussi, ce côté, je me sens bien parce que Joseph Kizerbo a dit que celui qui ne sait pas ce qu'il veut ne comprend pas ce qu'il trouve. Et moi, je savais ce que je voulais dans ma vie. Donc, je comprends le leadership qui est là. Et donc, j'ai peut-être trouvé ce que je voulais. C'est-à-dire, un leadership d'auto-affirmation, un leadership de redorer la dignité humaine. Et c'est ce qui se passe au sommet de notre État, c'est ce qui se passe au Burkina Faso. On est contre personne, on n'est pas là pour se montrer à qui que ce soit. On veut juste être des humains sérieux, assumant des responsabilités sociologiques, anthropologiques. Donc, c'est ce qui se passe. Et ça, moi, je valide et j'accompagne à ma manière vraiment cette lancée qui permet vraiment, d'abord, la plus grande richesse de l'humain, c'est sa fierté. Lorsqu'on t'arrache ta fierté, même si on vient construire un immeuble pour toi et qu'on te met dedans comme ça, si on t'arrache une fierté, tu te sentiras pas bien. Donc, le président, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de donner une fierté au Burkinabé et cette fierté n'a pas de prix. Et les soldats, les FDS qui se battent il y a quel combat plus noble que se battre pour gagner son territoire? L'Amérique a fait ça, je le disais. La France a fait ça. Tous les grands pays se sont battus pour chercher quelqu'un de son territoire et contrôler. Donc, actuellement, nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, sont en train de se battre au sein du Burkina. La guerre la plus insensée, c'est une guerre qui se passe hors de ton pays. Tu vois quelqu'un qui fait une guerre hors de son pays, il le fait à ses risques et périls. Mais quelqu'un qui fait une guerre dans son propre pays, il y a quelle guerre quand même plus juste que ça? Vous voyez que vos globules rouges ne peuvent pas, et vos globules blancs ne peuvent pas aller combattre des microbes hors de ton corps. Tout se passe dans ton corps. Et c'est la plus grande guerre. C'est les guerriers de ton corps. Donc, les Africains actuels, que ce soit le Burkina, le Mali, le Niger et d'autres pays, si vous vous battez au sein de votre pays, moi je pense que c'est des batailles nobles, c'est des batailles sérieuses. Personne n'enseigne la guerre. On n'a pas intérêt. Mais, à un certain moment, il faut qu'on cherche que quand même, on doit se respecter. Et c'est ce qui se passe. Et moi, je profite encore saluer et dire à tout le monde de venir au Burkina parce que les gens, vous savez, il y a un système qui est là que vous ne comprenez pas. Moi, si je vais investir au Cameroun pour devenir l'homme le plus riche du Cameroun, tu penses que je vais dire au Burkinabé d'aller au Cameroun? Je vais seul au Cameroun. J'ai même mes milliards. Je commence à construire mes hôpitaux et mes hôtels. Et je crée même des conflits au Cameroun. Je finance et je montre ça au Burkinabé. En tant que Burkinabé, ne venez pas. Et quand je vais finir de construire mes hôtels et mes hôpitaux, je dis maintenant de venir au Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer? Quand les gens vont arriver au Cameroun, c'est où ils vont dormir. Les mêmes bandits qui disent que le Burkina Faso est une zone rouge là, ces mêmes brigands sont en train de construire à des hôpitaux et des hôtels par personnes interposées, c'est-à-dire les cousins directs ou indirects, dans ces mêmes pays. Quand ça va finir, les ignorants qui sont assis chez eux en train de lire tout sur les journaux, qui veulent pas s'imprégner des réalités, ils vont venir dormir chez eux. Donc moi je pense que, je comprends, je suis métaphysique, je comprends. Voyez-vous, c'est des gens qui créent des conflits pour investir
en cherchant leurs propres frères de ne pas venir. Et quand eux, ils vont finir d'investir, ils vont leur dire de venir. Et quand vous venez, vous rencontrez qui? Ces mêmes personnes. Donc, je conseille à tous ceux qui sont à l'extérieur, venez voir, ou bien envoyez votre ami. Le média qui vous dit de ne pas venir, que c'est peint en rouge là, est-ce que vous savez que peut-être le DG de ces médias est en train de racheter des sociétés? Vous ne savez pas. It's a game. Life is a game. La vie, c'est un jeu. On s'en fout de toi. Hein. Il faut que toi, tu te cultives. Il faut que tu te dis. Sinon, tu penses que ta vie, là, ça n'engage que toi. Qui t'a dit de naître même? Tu es venu au monde, faut bosser. Mais il y a des gens qui sont assis comme ça. C'est les news. Ah, le journal l'a dit. Ah, ils ont dit. Ah, tu as vu ce qu'ils ont dit à la télé. Il là, c'est qui? Tu penses que c'est pour ton bien? Donc, moi, j'invite les gens de se cultiver. Le Burkina, le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, c'est le paradis. Oui. Mais il faut que chacun bosse. C'est vrai, nous sommes venus au Burkina en novembre de l'année passée. Nous sommes revenus de nouveau. On souhaite encore y revenir. Et c'est vrai qu'avant de prendre l'avion, tout le monde, je pense qu'on venait pour une conférence. La vérité, je le dis même ici, on a perdu 90% de nos sponsors parce qu'ils ont sur la carte trouvé que le Burkina était une zone rouge, ils ne pouvaient pas venir, ils ne pouvaient pas participer à la conférence. Donc, mais nous sommes arrivés et c'est tout le contraire de ce qu'on voit. On voit un pays qui est immensément en sécurité. Je pense que c'est l'un des rares pays en Afrique où on peut marcher à minuit, 3 heures, sans crainte de quoi que ce soit. Et ça, c'est à féliciter. Donc vraiment, au-delà de ce qu'on écoute dans les médias, comme vous le disiez tout à l'heure, coach, il y a la réalité et la réalité, c'est celle qu'on vit ici. Alors que je passe sur mes une aux dernières questions de fin, on vous voit de plus en plus proche des gouvernants de l'AES. Tout récemment, même au Mali, vous étiez invité à la télévision des forces armées maliennes. On vous voit même ici au Burkina, où vous êtes sollicité pour, je vais dire quoi, pour éduquer ou alors sensibiliser certaines institutions, y compris même certaines armées. Je voyais tout récemment ou l'armée agricole et tout le reste. Et une question peut aussi se poser, est-ce que le coach n'aurait pas des ambitions politiques par la suite? Parce que lorsqu'on est de plus en plus proche des systèmes comme ceux-là, peut-être on peut se projeter. Non, je donne ma contribution parce que vous savez que la métaphysique, c'est fait d'abord pour former des chefs d'État. La métaphysique, c'est pour former des industriels parce que c'est une question de mind. Mais au début, qui suis-je? Comme je venais pas de Sorbonne, de Harvard, fallait que je parle à la radio, à la télé. La population commence à capter les gens commencent à réussir. Et là, les élites même voient que bon, là, en bas, là, les jeunes là sont en train de prendre les cours. Donc, dans ça, si je suis sollicité par un État, déjà, je profite saluer l'État tchadien qui m'a invité pour l'Office national de la promotion de l'emploi tchadien à travers le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse aussi. J'étais au Tchad, on m'a confié plus de 800 jeunes. Bon, j'ai eu à faire l'atelier formé. Les jeunes étaient très contents. Ils m'ont donné une attestation et je crois que c'est le gouvernement. Et je suis rentré avec, c'est ma contribution. Donc, tout État africain qui va faire contact et appelle au coach Simon, moi j'arrive, j'enseigne la connaissance pratique, pragmatique et spirituelle, métaphysique. J'ajoute même du quantique et je quitte. Les jeunes vont bosser, ils vont réussir. Donc, pour moi, chaque être humain, que la personne le veuille ou pas, est engagé de façon directe ou indirecte dans la politique de son pays ou de son continent. L'augmentation des prix, c'est pas nous on décide. La guerre, les géopolitiques, c'est pas nous. Donc, chacun doit se cultiver, que ce soit en géopolitique, en politique, et vivre sa vie. Mais moi, j'adore les business. I love being free. I love traveling. J'aime voyager, j'aime les business, j'aime former les gens. Mais vous n'avez pas vraiment. Du coup, si on essaie même de me nommer, c'est ça que vous allez voir mes griffes sortir. Donc, si ça, je suis prêt à contribuer et puis bon. Quand vous regardez votre parcours jusqu'ici, est-ce que vous êtes fier de vous? Très, 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 très fier parce que la fierté, c'est quand aujourd'hui vaut mieux que hier, quoi. C'est ça, la fierté. Mais, l'homme étant, bon, pas un éternel insatisfait, le succès, c'est pas une destination, c'est un voyage. D'où je viens jusqu'à aujourd'hui et de ce que j'ai pu faire, honnêtement dit, c'est une fierté totale. Mais, le jour que tu vas t'arrêter, bon, l'échappement, ça va se refroidir aussi. Donc, pour moi, il y a encore des nobles challenges à relever et je suis là-dessus. Mais si j'ai fait une pause, je suis vraiment reconnaissant et j'aime dire grâce et gratitude à l'univers, à l'entité suprême
qui m'a permis vraiment de faire toutes ces réalisations. Et je remercie également les bonnes oreilles. Parce que quand tu enseignes et que ça tombe sur des oreilles pas sérieuses, il n'y a pas de retombée. Mais quand ça tombe dans des oreilles sérieuses, ils appliquent et ils te disent merci. Moi, chaque jour, j'ai pas au moins 1 million de merci. Que ce soit si je vais compter les commentaires, les appels, Facebook, YouTube, TikTok. Merci là, si je comptabilise, c'est des millions de merci chaque jour. Oralement, à l'écrit, merci. Et moi, je vis de ça. J'adore quand on me dit merci pour ce que tu as fait. C'est un mot qui me nourrit. Et je travaille toujours à ce que les gens disent merci. Coach. Vous parliez tout à l'heure du jour où tout va s'arrêter. Et j'ai pensé à poser la question, quel héritage voulez-vous laisser? Moi? Oui. Bon, moi, je pense que le plus grand héritage qu'on laisse, c'est la connaissance. Parce que les bâtiments, les maisons, l'argent, tu peux mourir, laisser 10 milliards à ton enfant et puis il va changer la monnaie après ta mort. Et ça, on dévalue ça à 1000 francs. Donc, tout ça, moi, mon héritage vraiment que je lègue à l'humanité, c'est la signature, c'est la personnalité. Voilà, la seule chose que je veux offrir au monde, c'est ma personnalité. Et ma personnalité, c'est mon cadeau. Parce que la vie, c'est être la personnalité de l'homme. Donc, et ça voyage vraiment. Thomas Sankara nous a donné une personnalité. Kwame Nkrumah nous a donné une personnalité. Jesus Christ, personnalité. Bouddha nous a donné une personnalité. Et sallallahu alayhi wa sallam, une personnalité. Confucius nous a donné une personnalité. Donc, la personnalité, quand tu donnes, ça voyage dans le temps et dans l'espace. Moi, je suis là pour donner une personnalité. On termine sur cette question. Vous aimez votre pays, le Burkina. Vous avez d'ailleurs dit que vous n'avez pas assez d'énergie d'être longtemps dehors. Et vous souhaitez certainement que ce pays puisse prospérer davantage. Et cela n'est pas possible si la jeunesse ne prend pas les devants. Si vous deviez graver donc une phrase sur un mur de Ouagadougou, où chaque Burkinabé, en passant, devrait s'inspirer pour davantage porter ce pays haut, ça serait laquelle? Bon. Ce pays haut ou l'Afrique, où est ce pays? Ce pays d'abord. Ok, si c'est ce pays, automatiquement, je pense que je vais les rappeler que le Burkinabé se réchauffe des morceaux de bois qu'il a ramassés pendant sa jeunesse. Un bon Burkinabé se réchauffe des morceaux de bois qu'il a ramassés pendant sa jeunesse. Ça veut dire que quand on est jeune, on doit investir toute son énergie, son temps, son talent dans des activités, des programmes qui vont nous permettre à 60 ans, 70 ans de ne pas regretter. Donc, c'est ça. Donc, il faut ramasser des morceaux de bois pour que ça puisse te permettre. Mais si toi, tu te promènes pour ramasser des brindilles, des feuilles mortes, quand tu auras 60 ans, tu vas te réchauffer avec. Donc, miser sur des activités, des programmes difficiles. Parce que quand c'est difficile aujourd'hui, demain, ce sera facile. Et laisser la facilité. La facilité, c'est quand tu ne lis pas des livres, quand tu ne t'éduques pas. Voilà ce que je puisse les dire. Et comme l'émission passe au Cameroun, j'aimerais vraiment laisser le numéro WhatsApp. Oui, ça c'est dans la description. Tous ceux qui veulent, voilà. Ok, donc vous mettez ça dans la description pour tous ceux qui veulent contacter et prendre les exemplaires depuis le Cameroun un peu partout. Moi, je vous aime, je vous adore et merci tout ira bien. Et rendez-vous au Cameroun. J'y arrive bientôt. Tout est préparé. Donc, nous remercions immensément le coach. Donc, on termine sur cette phrase. Un bon Burkinabé se réchauffe des morceaux de bois qu'il a ramassés durant sa jeunesse. Merci infiniment, coach. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Et moi, j'ai eu l'occasion, la toute première, de vous avoir en face et de discuter avec vous sur ces sujets-là. Donc, non seulement je me sentais à l'aise en apprenant, mais aussi ce qui me confortait davantage, c'est que des milliers de personnes doivent écouter cette émission et doivent certainement grandir. Je pense que c'est votre but et cette chaîne permettra en sorte que ce but-là, d'une manière ou d'une autre, touche encore de nouvelles horizons. Donc, si vous avez écouté ce podcast, je ne dirai pas grand-chose. Beaucoup de choses ont déjà été dites. N'hésitez pas tout simplement de réagir pour manifester vos impressions en commentaire. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Il y aura des informations concernant le livre, concernant les projets du coach dans la description. N'hésitez pas à prendre attache. À très bientôt. C'était Gédéon Unitalk. Merci coach pour votre temps. Merci pour votre disponibilité. Et merci même pour l'infrastructure que vous nous avez donnée pour cette émission. Super. Merci. Merci.